Alors, on va rester dans le registre de la fiction sur le monde du conseil. Et on va... Hop, et puis, la pause. Ça, on n'a pas le temps, c'est pas grave, je vous le raconterai une autre fois. Plaisir d'accueillir Louise Morel, qui a écrit il y a quelques années un excellent roman, Ressources humaines, au singulier, qui se passe... C'est le monde du conseil et Berlin, hein, en gros, avec une consultante qui est mise dans une position professionnelle compliquée. Je ne vais pas divulgacher, je vais pas divulgacher tout le contenu, mais voilà, on a une consultante qui est déjà avancée dans sa carrière et qui va être mise sur une espèce de test, sur une mission et une position test assez difficile. Alors, dans ta trajectoire, géographiquement, tu connais Berlin, donc là, puisque tu y habites, donc là-dessus, pas de surprise, mais tu n'es pas consultante. Comment est-ce que tu en es arrivé à écrire sur le milieu du conseil et comment est-ce que tu as creusé, découvert ce milieu, exploré ce milieu et qu'est-ce qui t'y a surpris, intéressé, intrigué, outré, je ne sais pas. Quel est ce parcours de recherche sur le milieu du conseil? Bonjour, déjà, je suis trop contente d'être là. Donc, moi, j'ai découvert le conseil pendant mon année de césure. J'étais à l'ENS et donc j'ai choisi de faire une année de césure pendant mes études pour faire des stages. Et j'avais entendu parler du conseil en stratégie à ce moment-là. Et donc, normal, c'est plutôt situé très à gauche, on va dire. Surtout que j'étais en humanité, j'ai intégré en lettres et sciences sociales. Donc, les cabinets de conseil en stratégie, c'était vraiment Satan. C'était vraiment très, très mal vu. Et moi, en fait, ça a piqué ma curiosité de me dire, OK, tout le monde a l'air de les haïr vraiment. Donc, j'ai assez envie d'aller voir ce qui se joue là-bas. Et je me suis préparée, parce que les entretiens sont assez compliqués, et j'ai intégré le Boston Consulting Group pendant 6 mois. Et ensuite, on m'a proposé un poste que j'ai refusé pour peut-être des raisons qu'on aura l'occasion de détailler. Et j'en suis quand même restée, donc c'était un stage, hein, donc j'étais vraiment à un niveau assez bas, le plus bas possible dans la hiérarchie d'un cabinet de conseil. Il y a pas en dessous du stagiaire. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant comme expérience, donc vraiment pas du tout envie d'y rester. Mais ça m'a vraiment fascinée parce que j'ai trouvé que c'était l'endroit où le capitalisme se montre sous sa forme en fait la plus directe. C'est-à-dire, après je suis passée dans des entreprises privées, j'ai fait de l'analyse financière, de la stratégie. Donc, quand tu fais de la stratégie pour un groupe coté en bourse, il y a quand même des dynamiques très très capitalistes assez nettes. Mais jamais le temps de me conseiller en stratégie. Et donc, quand j'ai écrit mon premier roman, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de le situer là-bas. Et une raison supplémentaire, c'est le fait que c'est un monde qui est assez mal connu. Alors peut-être moins maintenant, parce qu'il y a eu plein de romans qui ont été cités, mais à l'époque, donc en 2020, c'était pas... En fait, c'était un peu flou. À l'époque, mon frère était consultant, quand il en parlait au repas de famille, tu sais, tout le monde était très perplexe sur le consultant. Qu'est-ce que tu fais des slides, c'est pas clair et tout. Donc j'avais le double désir de jeter un petit coup de projecteur sur ce monde-là, qui n'est pas si compliqué, je trouve qu'on pourrait le penser de prime abord, et puis aussi juste de témoigner en fait de ce que j'avais vu, et puis parce que j'avais des amis, j'avais des connaissances qui étaient, de ce qui vivaient là-bas. Et donc pour répondre à ta question plus précisément sur le processus de documentation, j'ai mené pas mal d'entretiens avec des enquêteurs en conseil de stratégie, plutôt dans les grands cabinets, plutôt McKinsey, BCG, ce genre de trucs, un peu chez Mars aussi, et notamment aussi un entretien. Fascinant, c'était avec une des associées justement, parce que là j'ai découvert que moi ce que j'avais pas vu évidemment en tant que stagiaire, c'est qu'il y a encore des enjeux politiques très très complexes aussi au niveau des associés. Et bon, on voit bien que ça t'intrigue et que tu veux en savoir plus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis c'est un bon endroit pour écrire un roman, c'est un bon contexte, c'est une bonne toile de fond. Qu'est-ce qui te déclenche sur cette inspiration-là? En fait, en fiction, tu as besoin de créer du conflit et du désir. Donc, on va dire, quand tu écris un roman, il faut que tes personnages aient un désir, parce que sinon, sinon tu écris en attendant Godot, mais bon, tout le monde peut pas faire ça. Et il faut qu'il y ait du conflit, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de la friction. Sinon, pareil, si un personnage a un désir et qu'il l'a immédiatement, bon, en fait, il n'y a pas d'histoire.
Et le conseil en stratégie, c'est un univers sous très forte pression, où il y a beaucoup de désirs, parce qu'en fait, vraiment, quand même, il y a les gens qui travaillent, en tout cas dans ces gros cabinets très compétitifs, ont quand même le désir en général de monter dans la hiérarchie, ou en tout cas ont des stratégies pour ensuite aller avoir des postes très très haut placés ailleurs. Donc il y a beaucoup de désirs. Et il y a beaucoup de conflits, parce que les places sont très très chères. En fait, vraiment, le modèle du up or out, donc tu montes ou tu dégages, c'est tout simplement parce que jusqu'à un certain niveau, tu peux pousser toute ta promotion, on va dire, en leur filant des titres un peu honorifiques, tu passes de manager à senior manager, des conneries comme ça, mais assez vite, bah juste en fait, les associés, ils ne vont pas s'étendre à l'infini, quoi. Donc, du coup, je trouve que c'était intéressant parce que c'est un univers très compétitif et où il y a peu, finalement, il y a beaucoup d'appelés au sens où, même si le recrutement est compétitif, il y a quand même beaucoup de gens en bas de la pyramide et il y a très peu de places en haut. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait comment ce passage-là il se fait. Parce que justement, il y avait monsieur qui était tout à l'heure, en fait, c'est des gens comme nous, les associés ou les gens qui prennent ces décisions, ils sont comme tout le monde, etc. Ce qui est à la fois vrai et en même temps, je pense que non, justement, il y a quand même un effet de structure qui fait que quand tu termines associé, je pense que voilà, il y a eu toute une socialisation et tout un apprentissage qui fait que tu n'es plus tout à fait dans les mêmes valeurs et les mêmes normes comportementales que tu peux avoir quand tu n'es pas dans ce milieu-là. Et c'est ce passage-là qui m'intéressait. Alors, le personnage, donc Marianne, elle est décrite, née dans une bonne famille. Marianne a fait de bonnes études, épousé le bon mari, obtenu le bon boulot. Mm. Donc, elle coche toutes les cases de ce qu'il fallait. Pourquoi tu as pris une personnage comme ça qui coche toutes les cases pour la mettre à l'intérieur de cet univers impitoyable? Parce que je trouve que souvent, en fait, quand on parle des dominants au sens large, c'est-à-dire des personnes qui ont une position dominante dans la société, une façon un peu facile, je trouve, à mon sens, parfois un peu facile de traiter le sujet, c'est d'aller prendre quelqu'un qui justement vit une situation de discrimination, et c'est d'autant plus facile que, comme la personne avant le disait, quand on ne la vit pas soi-même, genre un homme qui écrit à partir d'une femme, par exemple. Et là où je dis que c'est un peu facile, c'est que finalement, ça crée un truc. En fait, souvent, du coup, l'intrigue va se concentrer là-dessus. Ah oui, voilà, donc on parle d'une femme dans un milieu d'hommes, on parle d'une personne raciste dans un milieu blanc, et c'est d'enjeux hyper intéressant. Déjà, il faut qu'il soit écrit par des gens qui les connaissent de très près, sinon ça devient vite vraiment gênant. Et en fait, du coup, ça ne permet pas d'en parler de cette réalité des dominants. C'est-à-dire, finalement, j'entends souvent, même quand on parle des dominants, on finit quand même par avoir un cadre où on n'ose pas trop parler d'eux et on parle de quelqu'un, d'un transfuge de classe et tout. Moi, je voulais vraiment parler de la réalité, de celle que je connaissais, que je voyais autour de moi, de personnes qui, avaient coché toutes les cases et qui pourtant sentaient quand même confusément, plus ou moins clairement, que ce qu'elle faisait au quotidien n'était pas forcément hyper utile et pas forcément hyper bénéfique, on va dire, à la société dans son ensemble. Donc, pour creuser ce sujet-là, moi, ça m'intéressait comme d'enlever les autres variables, d'enlever les autres paramètres, pour pouvoir vraiment parler de ça. Parce que si j'avais rajouté dans tous les sens des complexités sur mon héroïne, en fait, j'aurais dû traiter ces sujets-là et j'aurais pu moins parler directement du conseil. Alors, parle-nous un peu de Marianne, de ton héroïne, puisque il y a un moment où les personnages, particulièrement les personnages principaux, ont quasiment leur existence propre dans l'imaginaire et dans la vie des auteuristes. Donc, parle-nous un peu de Marianne. D'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui lui arrive là, à ce moment-là? Marianne, c'est une femme qui, comme tu disais, a tout bien fait. Elle a tout bien fait, donc elle vient dans un milieu privilégié. Du coup, quand les gens privilégiés font ce qu'on leur demande de faire, en général, les choses se passent plutôt pas mal pour eux. Et donc, elle a fini dans ce cabinet de conseil en stratégie, un des principaux de la place parisienne, et puis elle a monté, et maintenant elle est au stade juste en dessous d'associée, donc elle est directrice, et elle voudrait passer associée, c'est-à-dire vraiment le sommet de la pyramide de ce cabinet. Et le roman commence avec la première fois où elle n'a pas ce qu'elle veut et les choses ne se passent pas de façon évidente. Elle est censée être élue, puisque donc, les associés souvent sont, c'est un système de cooptation, quoi. Donc, les associés déjà en place élisent, c'est eux qui doivent les rejoindre. Et là, elle n'est pas élue, alors qu'elle était censée gagner ce round sans problème. Elle n'est pas élue, et même elle est envoyée justement à Berlin pour créer une espèce de collaboration avec des acteurs sur place et tout. Et donc, elle n'est pas élue, elle est mise à l'épreuve, on va dire, comme si elle n'était pas suffisante finalement pour être associée. Vraiment, comment ça se passe. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était justement de voir ce qui se passe. Déjà, le fait que c'est donc très, très, très dur de monter, et aussi ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui se rend compte que voilà, les choses ne vont pas forcément se passer de façon si facile que ce qu'ils avaient anticipé, ce que ça peut créer ensuite comme contre-coup et comme remous, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est un point de départ qui est intéressant, parce que ça permet de mettre le doigt sur
des choses intéressantes qui sont que pour les grands cabinets de conseil, etc., avec tous les effets de discrimination, de sélection, de cooptation dont on a parlé depuis tout à l'heure, sont des populations qui ont rencontré peu de grandes difficultés, peu d'échecs. C'est souvent des gens qui sont, parce qu'ils viennent des bons milieux, sont allés dans les bonnes prépas, sont allés dans les bonnes écoles, ont eu le bon stage, etc. Et voilà, tout le mécanisme du privilège fait que tout ça est largement facilité. Mais comme la pyramide, à chaque fois, se restreint, dans tous ces gens qui n'ont, dans une partie d'entre eux, pas rencontré de difficultés majeures, à un moment, la difficulté arrive. J'avais un étudiant en école de commerce qui avait échoué à mon cours, et c'était la première fois qu'il échouait à un cours. Il l'avait extrêmement mal pris, il était sorti de mon bureau en claquant la porte, mais un bon étudiant, mais juste, voilà, il n'avait pas bien compris le travail, et puis il avait toujours eu un peu de facilité pour rendre les travaux jusqu'à cette année-là, et d'un coup, à Oxford, il découvre qu'il y a une fois où il échoue, et donc il part en claquant la porte, il revient quelques heures plus tard, parce qu'il a quand même intégré un certain nombre de normes donc pour s'excuser, etc. Je dis, mais Quentin, il faut que vous appreniez à échouer. Parce que, en fait, si c'est comme ça que vous réagissez à un petit obstacle sur la route, j'ai un peu peur d'être celui qui ne va pas vous donner la promotion dans 5 ans. Quoi. Et si vous claquez la porte, vous êtes fini. Je lui dis, moi je vous conseille, vous prenez une activité sportive ou autre à laquelle vous êtes nul, et vous allez en faire. Et vous échouez. Et c'est pas grave, parce que c'est une activité à laquelle vous êtes nul qui vous intéresse. Je lui dis, j'ai pas eu de nouvelles. Et l'année dernière, je précise que on a cette journée-là aujourd'hui qui est avec des regards plus distanciés et critiques, mais que les étudiants ont passé tout le premier semestre à rencontrer des gens qui sont consultants, qui ont parlé de ce monde formidable dans lequel ils leur conseillé de venir. Mais du coup, j'ai envoyé un message sur LinkedIn en disant je cherche des consultants, etc. Il m'avait contacté, il est dans un gros cabinet. Et on discute et il dit, vous savez, vous vous rappelez que vous m'aviez dit, je dis oui, je me rappelle très bien, les étudiants qui claquent la porte de mon bureau, je m'en rappelle, quoi. Il n'y en a pas assez, donc je me rappelle bien d'eux. Et je dis, alors, vous avez appris à échouer et il me dit, non, parce que c'est toujours pas arrivé, avec un petit sourire de... Et je dis c'est pas une bonne nouvelle, Quentin, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça va arriver. Parce que de toute façon, à moins qu'il devienne maître du monde, il y a un moment, parce qu'il est ambitieux. On est-tu sûr que ça va arriver? Parce que c'est bien le problème, c'est qu'on est aussi avec des gens, parfois qui n'échouent pas et qui prodiguent des conseils sur les vertus. Peut-être pas, mais... C'est un truc de coaching team, quoi. Sur la base de tes échecs. Je ne dis pas ça pour oui, mais enfin, d'ailleurs. Je ne fais pas du moment d'échec un moment d'apprentissage, mais un moment de crise. L'apprentissage, c'est la crise de laquelle on arrive à se relever et sur laquelle on arrive à jeter un regard qui nous permet de construire autre chose. Ça fait quand même beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de crises où les gens ne se relèvent pas et ils finissent en dépression à 45 ans parce qu'ils n'ont pas eu la promotion. Et Marianne, dans le roman, c'est pas un moment... On voit la crise, hein. Ce que Weick appelle l'épisode cosmologique, c'est-à-dire d'un coup, tout s'effondre. Et donc, ça permet de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant, qui est aussi en miroir quelque chose que je vois, et une grande différence sociologique sur un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes, qui ne viennent pas des milieux hyper favorisés des écoles du top 5, mais qui du coup savent un peu plus que c'est que la difficulté et l'échec, et peuvent être beaucoup plus résilients dans le parcours. Alors, on n'aura pas les mêmes privilèges, donc pas les mêmes opportunités et portes ouvertes, mais une plus grande capacité à amortir ça. Donc, je trouve que c'est intéressant, justement, de prendre ce personnage de Marianne, qui aurait dû continuer à avancer et qui, d'un coup, avance pas. Alors, elle coche toutes les cases, mais on vient d'en discuter avant, mais c'est une femme. Est-ce que c'est le fait que ce soit une femme qui fait que là, elle est mise en échec, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Non, je ne pense pas que ce soit le fait que ce soit une femme, notamment parce que je pense vraiment que les enjeux sexistes existent évidemment comme dans toute la société, mais que, comme dans toute la société d'ailleurs, ils ont quand même été assez bien digérés par le capitalisme et que donc tant que tu es une femme cisgenre, blanche, privilégiée, bourgeoise et tout ça,
je pense que c'est pas hyper honnête de dire que tu es hyper discriminé dans ce genre de cabinet. En tout cas, franchement, je l'ai pas vécu comme ça. J'étais quand même extrêmement, je veux dire, alerte sur ces questions. Je suis très féministe. J'étais pas encore queer à l'époque, mais quand même. Et puis, enfin, vraiment, je pense que je l'aurais senti. C'est pas du tout un truc que j'ai perçu. Donc non, dans le roman, je pense pas que ce soit parce que ce soit une femme. Je pense que, par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a quand même un écart entre le discours je dirais plus le capitalisme, mais un discours que les cabinets de conseil stratégique tiennent sur eux-mêmes et la réalité. Je pense que par contre, Marianne est trop naïve dans ce sens-là, mais comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y a toujours un écart quand même entre le discours qu'une institution produit sur elle-même, quelle que soit l'institution d'ailleurs, quel que soit son positionnement politique, et la réalité de son fonctionnement. Et je pense que dans les cabinets de conseil en stratégie, il y a un discours qu'on a beaucoup tenu qui est c'est simple. Certes, c'est dur, mais c'est simple. C'est-à-dire, si tu travailles, c'est fort. Moi, quand j'ai dit que je voulais pas le poste, ils ont essayé de me reprendre comme ça. Ils m'ont dit, mais si, mais tu vois, toi, tu veux faire la fonction publique, mais ça va être galère, ça va être. Alors que nous, c'est simple, c'est un monde simple. C'est tant que tu performes, tu vas monter, tu vas être hyper bien payé, donc reste, quoi. Alors que la fonction publique, c'est plus compliqué parce que, je sais pas quoi, voilà, c'est vrai que voter la loi, c'est compliqué. Et en fait, en parlant pour le coup avec des gens plus élevés dans la hiérarchie, je me suis rendu compte que c'était faux. Et qu'en fait, non, c'est aussi un monde qui reste politique aussi. Pas politique au sens de la politique partisane, au sens où les oppositions entre partis, mais au sens où ça reste un monde où il faut choisir ses alliés avec beaucoup de soin, il faut être dans l'équipe de quelqu'un, mais pas trop dans l'équipe de quelqu'un non plus, parce qu'en fait, les places étant chères au sommet, si on est trop lié à un associé, l'associé n'a il n'a aucun intérêt en fait, à vous faire monter à sa propre place. Donc, et ça, je trouvais ça intéressant parce que je trouve que ça correspond à une tendance du régime capitaliste en général, qui est de prétendre que la politique peut être complètement subsumée sous l'efficacité. C'est-à-dire, en gros, juste, on va faire les choses bien comme il faut, et du coup, il n'y aura plus de conflits d'intérêts, il n'y aura plus toutes ces choses un peu sales et humaines et tout. Et en fait, on se rend compte que c'est faux. Donc, c'est plutôt ça, plutôt l'endroit du décalage, se situe là dans le fait de croire avec un petit peu trop d'entièreté, un peu trop de naïveté, au discours que l'institution produit sur elle-même. Et je trouve que c'est pas parce qu'elle est une femme que ça marche pas à cet endroit-là. En tout cas, c'est pas l'explication dominante. Et c'est une bonne surprise. J'avoue que j'ai commencé le bouquin en me disant ah ben en fait c'est un bouquin sur cette difficulté-là, ce qui est intéressant. Donc je sais à qui je vais le conseiller, mais je trouve qu'il y a un ressort narratif très intéressant à dire en fait. Ce qu'elle a raté, c'est le jeu politique. Que malgré tout l'héritage, c'est pas un problème d'héritage sociologique, c'est pas un problème de formation de diplôme, c'est pas un problème de compétence en tant que consultante, c'est qu'il lui manque, ou en tout cas, elle n'a pas suffisamment, une compétence essentielle qui est la politique. C'est les antagonismes et les jeux de pouvoir qui permettent à un moment d'avoir une promotion. Ce n'est pas une question de qui a le meilleur reporting, qui a les meilleurs chiffres, qui a les meilleurs. Mais c'est aussi savoir jouer un jeu politique. Alors ça, on sait comme dans la plupart des grandes organisations, il y a un moment où les dynamiques politiques prennent le pas sur le reste. Et assez rapidement, en fait, finalement, vous vous rendez compte que la promotion n'est pas accordée à la meilleure personne, elle est souvent accordée à la personne qui a le mieux joué le jeu pour pouvoir avoir la promotion. Et alors là, elle rentre dans un terrain miné, et il y a le piège berlinois. Alors, on ne va pas divulgacher, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi cette mission à Berlin et en quoi est-ce qu'elle est minée? Elle est à Paris, on n'a pas précisé. Elle est au bureau de Paris. Alors, au départ, je vais être honnête, j'avais surtout besoin d'une excuse pour la faire venir à Berlin parce que, en fait, je me suis rendu compte en construisant le roman que tout un roman sur le conseil en stratégie, c'était quand même un peu chiant. Et donc, il fallait que je crée un contrepoint narratif pour qu'on n'ait pas envie de se pendre au milieu du roman en disant de réunion en réunion, en slide, quand même là, c'est un peu beaucoup. Donc, je cherchais ce prétexte-là. Et donc, je fais des recherches et là, je me rends compte qu'il y a des trucs mais qui me semblent complètement absurdes qui existent, du BCG, de McKinsey et tout, qui créent des espèces de labs à Berlin. Donc, je soupçonne que c'est quand même essentiellement une excuse pour avoir des consultants un peu de partout qui viennent là, qui sont censés être des avant-postes de l'innovation et de la réflexion avec les entreprises, des trucs assez shiny, où genre, il y a des espèces de dispositifs de réalité virtuelle et tout. Et donc j'étais assez intriguée parce que vraiment c'était beaucoup de blabla, c'était vraiment difficile de comprendre ce qu'ils faisaient en fait, concrètement dans cet endroit-là. Et donc plus je faisais une recherche, plus je me disais tiens mais voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et je finis par comprendre qu'en effet, ce truc, c'est à moitié une excuse pour que des consultants de divers bureaux puissent passer du temps à Berlin parce que c'est une ville bien sympathique. Et mais pas que, c'est aussi donner un vernis d'innovation et aussi un vernis de, comment je pourrais dire ça? En fait, le problème des cabinets de conseil en stratégie les plus gros, là, c'est qu'ils sont un peu gris, donc ils sont un peu ternes, ils ont cette image de on a un peu les vilaines personnes, on a des costumes sur mesure, et du coup, on vient faire des plans de licenciement, ce qui est quand même une grosse partie de leur activité, mais du coup, bah, ils n'ont pas une super image. Donc ces endroits-là sont aussi des endroits qui visent à leur donner un petit peu voilà, un vernis de non, en fait, on fait les choses différemment, on pense au futur, on n'est pas juste en train de réfléchir à comment on augmente le profit. Et donc je me suis dit, bah, tiens, elle pourrait avoir pour mission de créer un truc comme ça. Et pourquoi c'est inné? C'est inné parce que je pense que, mais ça vaut dans pas mal d'entreprises, pas que dans le cabinet de conseil en stratégie, dans pas mal d'entreprises, toute mission où on t'éloigne de tes équipes, on t'éloigne de ton réseau, des gens que tu connais, et où tu es seul responsable du succès ou de l'échec d'un gros projet, n'est pas une très bonne nouvelle pour ta carrière en général. Et donc là, évidemment, le fait de l'emmener très loin de ce qu'elle sait faire et de dire bah, si tu réussis, tu seras associé, sinon tu ne le seras pas, c'est quand même la mettre en situation de très grande difficulté. Et là, il y a peut-être, en disant, je me rends compte qu'il y a peut-être quand même un paradigme sexiste qui joue, c'est que, donc on connaît le plafond de verre pour les femmes, je suis sûre que vous connaissez l'expression, mais peut-être que vous connaissez aussi la falaise de verre. Voilà, donc cette idée qu'on va mettre les femmes en situation très difficile. Et on va dire, ah, mais du coup, on n'a pas pu donner ce poste ou elle n'a pas pu rester trop longtemps parce que, étrangement, elle a repris une entreprise qui était au bord de la faillite, elle ne l'a pas sauvée en 2 semaines, donc tant pis pour elle. Donc là, c'est un petit peu ce mécanisme-là qui joue, même si, encore une fois, le sexisme n'est vraiment pas le sujet. Falaise de verre, vous regardez qui a représenté le PS et l'UMP aux dernières élections présidentielles. Voilà, c'est tout. Autant s'acheter un crédit progressiste en mettant une femme aux commandes. De toute façon, elle va échouer, donc ça validera a posteriori ce qu'on pensait tous déjà avant. Et donc là, à la fois, on lui vend ce lab à Berlin comme étant c'est le moment de faire tes preuves, mais en même temps, justement, plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle attaque ça à la fois avec si j'y arrive, ça va bien leur montrer que. Il y a la tentation devant la falaise de verre de se dire je vais y aller quand même et je vais leur montrer. Et en même temps, elle voit bien que c'est un piège. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent faire échouer Marianne. C'est aussi violent que ça. Oui, bien sûr. Et du coup, là, on reboucle sur ce truc de la politique. Et je sais pas, vu qu'on parle à des étudiants aujourd'hui, moi, c'est vraiment peut-être le seul message que je vais faire passer de ma carrière, enfin, du coup, cabinet de conseil en stratégie, mais du reste de ma carrière, c'est vraiment, ça va être malin, quoi, si on veut créer dans le privé particulièrement. En fait, il y a ces enjeux-là aussi dans la fonction publique complètement différentes. Mais bon, bref, il y a plein de mécanismes institutionnels qui font que c'est un peu moins violent, mais vraiment, ce que j'ai vu des gens autour de moi, de ma propre carrière et tout, si on veut monter dans le privé, il faut être malin et il ne faut pas oublier que voilà, il ne faut pas adhérer trop naïvement au discours qu'on vous tient, il faut quand même voir qui a l'idée de qui a vraiment du pouvoir, qui a l'air d'avoir du pouvoir, mais en fait non, qu'est-ce qu'on écoute en réunion et tout ça. Donc en effet, il y a des gens qui veulent la faire échouer. Et là, on retombe sur le fait qu'elle est très privilégiée, c'est la première fois qu'elle découvre qu'en fait des gens pourraient la faire échouer, ce qui, quand on est dans le milieu moins privilégié, quand même, enfin, a priori, on a déjà rencontré des cas où on sentait dire que les gens en face de nous n'étaient pas super enthousiastes. Donc voilà, il y a des gens qui veulent la faire échouer, et je pense que, en particulier dans le cabinet de conseil en stratégie, il y a ces dynamiques-là de. Il y a vraiment du conflit interne, quoi, de qui mérite quel poste et pour quelle raison. À Berlin, elle est censée avoir une partenaire, un peu référente, en tout cas ressource. On ne sent pas beaucoup de sororité. Parce qu'à un moment, il y a même elle se dit bon, que justement, c'est bien que ce soit une partenaire, parce qu'une femme qui a déjà réussi à atteindre ces niveaux-là, ça pourra permettre de. Ça ne te semblait pas possible d'introduire de la sororité à cet endroit-là, ou en tout cas, c'est un endroit où l'entraide sur la base du genre ne se fait pas. En tout cas, pas de manière pas si simple, quoi. Bah, en fait, alors, pourquoi il n'y a pas de sororité? C'est parce que j'observe que, particulièrement, donc la partenaire est plus âgée puisque elle est déjà partenaire, j'ai l'impression que pour être une femme qui monte vraiment très haut dans la hiérarchie, en particulier il y a quelques dizaines d'années,
il fallait accepter justement de ne pas être saureur. Je pense qu'en fait, le système sélectionnait, y compris chez des personnes, on va dire, qui avaient des traits dominés, que ce soit sur le plan de la race ou sur le plan du genre. Je pense qu'il y avait presque une nécessité de montrer qu'on ne va pas être cette femme-là. On ne va pas être cette femme-là qui ramène les enjeux féministes. On ne va pas être cette femme-là qui veut s'entourer que de femmes. Au contraire, d'être presque plus masculine que les hommes. Et donc, c'est pour ça que ça ne me paraissait pas hyper pertinent que la partenaire, juste parce que ce soit une femme, elle allait comme ça aider l'autre alors qu'elle n'a pas vraiment intérêt à le faire. En plus, du coup, c'est le bureau de Paris qui en fait empiète sur les plates-bandes du bureau de Berlin. Donc, une partenaire du bureau de Berlin a plutôt intérêt à montrer les crocs, à sortir les griffes et à dire non, en fait, c'est mon territoire, donc j'ai pas envie de t'aider. Et je pense que ça, c'est aussi. Enfin, du coup, j'ai traversé un peu différents milieux sociaux par mes études, ma carrière, maintenant ce que je fais, donc je suis écrivaine freelance, donc vraiment plus du tout le même milieu que la stratégie d'entreprise. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de sororité et de solidarité qu'il y a moins de ressources, en général. Mais pas que chez les femmes, enfin chez tout le monde, quoi. C'est presque surprenant d'ailleurs. Je trouve ça assez fascinant intellectuellement que l'abondance crée plus de compétition que la pénurie, alors qu'une pensée microéconomique de base va nous faire dire que c'est l'inverse. Bon, on a des ressources qui commencent à s'accrocher à un petit morceau de pain. Mais j'observe vraiment que ça n'est pas le cas. Et que chez les femmes que j'ai pu croiser, que j'ai pu être aussi à certains moments plutôt dominantes, plutôt dans des bons postes et tout, il n'y a finalement pas une sororité de fou, ni une solidarité d'ailleurs avec des personnes discriminées sur d'autres plans, je trouve. Et que c'est plutôt ailleurs dans la hiérarchie qu'on va trouver ces mécanismes d'entraide. Et d'ailleurs, souvent, je trouve, tu disais tout à l'heure que les différentes dimensions, elles se recoupent et tout. J'observe aussi que, par exemple, ça va être des relations de solidarité, pas forcément sur le même plan, d'une personne racisée qui va aider une femme qui va aider une personne handicapée, tu vois, pas forcément ce truc aussi cette vision un peu tarte à la crème de la solidarité, où voilà, on est comme aligné sur une dimension d'un tableur, et du coup, on va tous faire corps. Et je trouve que ça, c'est un... je ne voulais pas faire la morale de l'histoire de la fin du livre, parce que pas de divulgachage, mais justement, la morale d'histoire de l'histoire de cette trajectoire, c'est que les attendus ne sont pas là, c'est-à-dire les alliés, entre guillemets, objectifs, ne deviennent pas automatiquement des alliés, que les alliances se construisent aussi à contre-courant, avec des opportunistes, en jouant sur des niveaux personnels, professionnels, enfin voilà, comment... et que ce que ça montre de tout le roman, c'est aussi la trajectoire de quelqu'un qui doit développer son regard politique, qu'elle n'a jamais eu besoin de développer, parce qu'en fait, vu qu'elle cochait toutes les cases jusqu'à maintenant, il suffisait qu'elle fasse le bon nombre d'heures de travail, en réfléchissant de la manière dont on lui avait appris à réfléchir et en se comportant de la manière dont on lui avait appris à se comporter. Ça suffisait pour réussir. Il lui manquait un regard politique supplémentaire. Et quelque part, le roman n'existe que parce qu'on lui a laissé l'opportunité de le développer. Elle aurait pu se faire virer, elle aurait pu... dans la plupart des cas, en fait, il n'y a pas cette possibilité, et c'est quelqu'un qui la soutient, qui arrive à faire en sorte que elle va pouvoir avoir cette opportunité. Donc, dans cette morale de l'histoire, pas de la conclusion de l'histoire, je vous laisse lire le bouquin, mais dans la trajectoire de Marianne, il y a ce besoin de regard politique. Mais alors, nous, on a eu l'occasion de discuter, on aura l'occasion de discuter. Est-ce qu'il y a des questions, réactions, se passent dans la salle? Oui. Alors, au départ, il s'appelait Contre la montre parce que c'est un roman qui va très très vite et moi, ça m'a... Enfin bref, là, je n'ai pas pu en parler parce que c'est plus philosophique, mais je trouve qu'il y a aussi un rapport au temps dans le conseil stratégique, je trouve hyper intéressant, le temps, qui a un rapport un peu le temps de la prépa, où le temps doit être compté, chaque seconde est découpée et tout, donc ça s'appelle comme ça. Et en fait, Contre la montre, mon éditrice ne voulait pas parce que ça évoque un thriller et donc ça donnait de mauvaises indications pour le contenu du roman. Et alors, du coup, on est tombé sur Ressources humaines, qui était un optimum de second rang. Pourquoi ressources humaines et pourquoi au singulier? Parce que justement, donc au pluriel, c'est comme une expression qu'on a l'habitude d'entendre qui désigne des services RH. Et là, c'est de dire un peu chaque personne est comme une ressource humaine. Et en fait, c'est très bizarre comme expression, je trouve, ressources humaines. Enfin, ça dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire les humains deviennent une ressource qu'on peut extraire, enfin comme du pétrole ou du plastique, voilà. Et donc, ce qui m'intéressait là, c'est de montrer que, effectivement, Marianne devient une ressource humaine, quoi, même si elle est haut dans la hiérarchie et qu'elle a l'illusion d'avoir du pouvoir et de l'autonomie, en fait, c'est quand même une ressource humaine.
Et c'est au singulier, c'est aussi interpellant de l'avoir mis au singulier. Je trouve, l'expression classique, c'est ressources humaines, et de le mettre au singulier insiste encore plus sur la dimension de l'humain comme ressource. Parce que le pluriel, quelque part, fait diversion dans ce cadre-là. Et je trouve que voilà, ça rend le truc encore plus notable. On a encore 5 bonnes minutes. Ibrahima. Je trouve que le titre est très fort parce que c'est le dénominateur un peu commun de tous les cabinets de conseil, c'est vrai, cette ressources humaines, en fait. Parce qu'on ne s'intéresse pas au travail tel qu'il se fait dans la vraie vie, fiction, on s'intéresse aux chiffres, aux tableurs, etc. Et de deux, quand on voit que ça tangue, on va vers ce qu'on appelle aujourd'hui HR, GP. Et à un moment donné, les patrons ont dit que c'est pas très sexy, ils ne sont pas assez business. Et l'invention fut de créer ces HR, HR BP qui deviennent enfin politiciens en fait, qui ne sont pas là pour instruire à charge et à décharge par rapport aux discours, mais qui managérial faire la chose. Donc je trouve ça très fort, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue l'essentiel, c'est que c'est le fondateur Alstom qui disait ça dans les notes. Un ingénieur conseil se fait par la technique, se maintient par l'honnêteté et se défait par le bavardage. La technique, est-ce que les consultants sont bien formés? En général, dans les grands cabinets de conseil, on prend école, dite meilleure école, etc., ingénieur technique. Les gens ne sont pas formés sociologie, sauf exception, des fois ils vont aller chercher des sociologues. En général, ils ne sont pas formés pour aller voir la complexité du réel. C'est un peu compliqué parce que quand tu es drivé par l'argent, forcément, être honnête, dire à son client je ne sais pas faire, c'est quand même compliqué. Le bavardage, oui, à un moment donné, il faut faire du storytelling. Forcément, on sent véritable en fait. Donc je pense qu'il y a une éthique du conseil, une éthique qui est galvaudée, parce que on n'est pas sérieux, on n'est pas bien formé, on fait du marketing parce qu'on est commerçant. D'accord, tout à fait. Je racontais une histoire qui ressemble peut-être à celle de Marianne, mais donc, quand j'étais dans un conseil en stratégie, j'intervenais pour une grosse entreprise agroalimentaire privée, dont j'avais c'était quelqu'un qui était dans la meunerie, donc j'avais remarqué que les grands moulins qui rapportaient de l'argent étaient tous situés à un certain endroit d'une certaine cour, etc. Et puis, dans ce cabinet, à un moment donné, l'associé vient me voir, il me dit oui, le client trouve que t'es trop, trouve que machin, etc. Bon. Et de fil en aiguille, finalement, donc j'ai dû, ça s'est très mal passé pour moi, soi-disant du fait de cette mission. Et puis, j'ai quitté le cabinet, on a un accord maniable, mais clairement, moi qui étais le nom fin de l'associé à un moment donné, j'étais devenu la personne qui devait s'en aller. Bon, donc, du coup, c'est l'occasion de changer de métier, j'en avais un peu. 3 ans après, donc, j'avais soutenu ma thèse pour un boulot. Je retrouve un des dirigeants de l'entreprise client. Je raconte, mais quand même, il y a machin qui avait dit que j'étais pas bon, ce qui s'est passé là, il éclate de rire. Il m'a dit, mais c'est toi qui as apporté toute la valeur de la mission. On a gagné des millions grâce à toi. Avec ta courbe, on a racheté tous les moulins qui étaient dans la courbe que tu avais destinée, on a revendu tous les autres, on est devenu le 2e meunier européen, c'est extraordinaire. Je dis, mais alors, pourquoi ça me dit, ça c'est facile. Parce que l'autre, dès qu'il voit quelqu'un de brillant, il veut l'écarter.
c'est passé comme ça. Et donc, c'est vrai que peut-être une des raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas pu durer non plus longtemps dans ce métier, c'est que je n'ai pas ce sens politique dont tu parles et qu'il faut visiblement avoir pour naviguer dans ce milieu. Donc voilà, je vais juste... Ouais, c'est une qualité nécessaire. Alors, juste une dernière, c'est un exercice difficile, sans raconter la fin, comme ça leur donnera envie de... Parce que c'est pas sûr à la fin que Marianne, elle est vraiment heureuse. Ou en tout cas... c'est pas une fin heureuse en tout cas, elle est à un moment de sa vie qui est compliqué. Est-ce que maintenant, elle est heureuse? Tu as dû l'imaginer après la fin du roman. Est-ce qu'elle trouve sa voie et est-ce qu'elle est heureuse? Je suis optimiste fondamentalement, donc oui, elle est plus heureuse, mais trouver sa voie. En fait, si le roman n'a pas une... Enfin, du coup, on divulgage, mais je pense que c'est vraiment pas la fin du monde, c'est pas non plus une série Netflix où il y a des personnes qui sont accros. Je trouve que, en fait, il n'y a pas de fin hyper simple à cette histoire parce que c'est aussi que je voulais échapper à une forme de discours simpliste qui est justement quitter vos emplois en privé et devenez faites de la menuiserie ou devenez boulanger. Non, mais en fait, reste un emploi dans le privé. non, mais indépendant. Devenez indépendant. C'est-à-dire ne créez pas une franchise. Voilà. Mais après, en ayant fait un bon boulanger, on peut créer une franchise de Glory. Exactement. Mais en fait, tu vois, la plaisanterie, là, pour moi, c'est le cœur de pourquoi cette recommandation ne fonctionne pas. C'est qu'on ne peut pas s'extraire des rapports sociaux de production, on ne peut pas s'extraire du capitalisme, on ne peut pas décider de... Enfin, même si on se met à faire de la menuiserie à toute petite échelle, il va quand même falloir réfléchir à comment on est rentable, il va quand même falloir vendre assez de tables, il va falloir trouver des gens qui vendent pour qu'on puisse payer nos loyers. Donc, la raison pour laquelle on ne sait pas trop si elle est heureuse ou pas à la fin, c'est que je ne voulais pas être malhonnête et suggérer qu'il y a une solution consistant simplement à sortir, à arrêter d'être consultante et puis tout va bien se passer, vous allez faire un travail. Je pense que, comme tu l'as très justement dit, ce qui manque à mon sens, chez beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, mais dans plein de milieux différents, c'est pas propre dans sa stratégie, c'est vraiment son regard politique, et pour le coup, pas la politique seulement au sens de je vois qui sont mes alliés, mais de prendre pour le coup un pas de côté, d'avoir un regard proprement politique, c'est un peu philosophique, en fait, c'est quelles sont mes valeurs, à quoi est-ce que ça sert ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en accord avec ça, et donc je pense que moi, ce que je voulais dire dans le roman, c'est effectivement comment est-ce qu'on développe ce regard-là. Et en fait, quand on commence à se poser ces questions, je pense que si on est honnête, il n'y a pas de réponse simple. C'est-à-dire, toi, par exemple, dans ton emploi actuel, il y a sûrement plein de choses qui t'épanouissent, que tu trouves que tu es utile, que tu as la société qui te fait du bien. Il y a peut-être d'autres moments où tu as envie de genre étriper une personne de la fac qui te donne assez de budget ou que sais-je. Tout est formidable. Tout est formidable. C'est pas son genre d'être... Donc voilà la raison pour laquelle cette fin est un peu en demi-teinte, c'est que je pense qu'on est tous là et vous aussi aujourd'hui dans la salle, on compose avec des contraintes, on compose avec des désirs, on fait ce qu'on peut. Et que moi, vraiment, ce qui m'horrifie, le glace, par contre, c'est de rencontrer des gens, et j'en ai rencontré un paquet, souvent qui ont une stratégie, ça, encore une fois, qui ont une adhésion hyper naïve des premiers degrés aux objectifs de leur boîte, et quand on leur demande, une fois, on dînait avec un associé, juste anecdote, et du coup, on comprend aussi pourquoi j'aurais pas pu rester là-bas, et je lui dis, mais quand même, on est d'accord que ton niveau de rémunération est indécent. On est d'accord que ton niveau de rémunération n'a aucun rapport avec la valeur que tu produis, mais très bien pour toi, je veux dire. Enfin, très bien pour toi. Le jeu est comme ça, ni toi ni moi on va te changer, mais juste, moi, ça m'aiderait si tu me disais, oui, je sais que ma rémunération n'a pas de valeur avec la valeur que je produis. Et le mec, il me regarde, un associé du BCG, quoi. Donc, il me regarde dans les yeux, il me dit, mais pas, non. Enfin, en fait, je produis cette valeur car j'apporte, et là, il me déroule le raisonnement. Voilà, et ça, je trouve ça, par contre, ça, je trouve ça flippant. Voilà. Donc, c'est là où se situe ce que je vais mettre en lien dans le roman. Non, on va déjeuner ensemble. Ça fait 2 fois, ça fait 2 fois. Il est midi. Ouais, Hasard, t'es un tyran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.